Voilà, donc moi c'est Christophe Lefort, je suis professeur des écoles dans le département du Doubs. J'ai enseigné dans tous les niveaux depuis la grande section jusqu'au CM2. J'ai toujours enseigné en double niveau et j'ai fait un peu plus de 10 ans en grande section CP. Voilà, donc la méthode, elle a été conçue aussi avec Laurent Jeune, qui n'est pas là aujourd'hui, mais voilà, je le présente. Donc Laurent Jeune, il est professeur des écoles aussi. Lui, il a commencé avec du 4 niveaux, CE1, CE2, CM1, CM2 pendant 4 ans, pendant 15 ans, pardon. Ensuite, il a fait 10 ans de CP, CE1, puis après, il a terminé avec du CM. Voilà. Donc, on est habitué au multiniveau, et puis on a fait quand même pas mal de CP. Voilà pourquoi on a mis en place cette méthode Métallo. Alors, je vais vous faire le dérouler. Donc, je vais commencer par les supports de la méthode. Mince, je suis une bêtise. Voilà, donc là, je vais sur notre site metallo.fr. Mais ça va pas que ça m'embête. Alors, sur notre site metallo.fr, si vous avez déjà un compte, alors ici en haut à droite, il y a écrit mon espace. Et si vous n'avez pas de compte, ben, il y a écrit mon compte. Vous avez juste à cliquer dessus. Il vous faut une adresse mail, vous créez un mot de passe et vous êtes connecté. Une fois que vous êtes connecté, vous allez dans mon espace. Je fais n'importe quoi en fait. Je reviendrai là après. On va plutôt aller par enseignant. Ici, vous avez un espace enseignant, formateur, famille. Donc, vous, enseignant, suivant si vous êtes formateur, vous pouvez dans les deux. Donc, le clavier métallo, voici la méthode de lecture. Donc, au niveau des supports, on a le livre de lecture, on a les deux fichiers élèves et on a un jeu de cartes graphème phonème qui permet de la manipulation pendant les séances d'encodage. On a des vidéos de graphisme, des vidéos pour l'entraînement aux gestes graphiques qui sont, je vous les montrerai, c'est où j'allais tout de suite, là, qui sont sur notre site dans les ressources, donc vous allez les chercher. Et puis, on a un petit répertoire qui s'appelle Leximini et qui, en fait, est au dos du livre de lecture. C'est le même livre qu'on prend dans un sens ou dans l'autre. Je vous montrerai tout à l'heure à quoi ça sert. Ça sert aussi pendant les séances d'encodage. Et puis pour l'enseignant, donc on a le guide pédagogique, on a un fichier d'activité et de différenciation qui se prend aussi dans les deux sens. D'un côté, c'est les activités, de l'autre côté, la différenciation. Les affichages de classe. On a des tutos d'accompagnement pour le début d'année, pour mettre en place les séances d'encodage, le cahier mémoire, etc. Donc, on a fait des petites vidéos pour vous accompagner. Et puis, on a un groupe Facebook avec des utilisateurs, à peu près 1500 personnes dans le groupe, des utilisateurs de la méthode. Et donc, ils partagent entre eux, c'est vraiment intéressant parce qu'ils se posent des questions entre eux et ils créent aussi des documents complémentaires de la méthode et ils se les partagent. Donc, c'est vraiment intéressant. Si vous avez envie, vous pouvez le rejoindre. Et moi, je vais vous dire les choses, je vais répondre à vos questions, mais si vous voulez avoir l'avis des utilisateurs, il faut aller dans ce groupe-là et poser vos questions à eux et ils vous diront ce qu'ils en pensent. Donc, voilà pour les supports. Alors, on travaille en lien avec un chercheur qui s'appelle Patrice Gourdet. Donc, c'est un chercheur en sciences du langage. Il a fait partie de l'étude IFE, notamment. Il intervient en conférence un peu partout en France. Il fait de la formation d'enseignants et de la formation de formateurs. Et donc, il a travaillé, lui, sur l'évaluation de la méthode Métallo. Elle a été évaluée pendant 2 ans sur 22 classes. Et il a mis en place un protocole. Il a repris le protocole de l'étude IFE, l'étude lire-écrire au CP, qu'il a appliqué à la méthode Métallo en enlevant des items, hein, sinon ça aurait été trop lourd. Mais voilà, et donc l'évaluation, le résultat est disponible sur notre site. Ce que je n'ai pas dit au départ, c'est que nous, on se place à l'interface entre les recherches scientifiques et les préconisations et la réalité de la classe. Donc aujourd'hui, il y a toute une, une liste de préconisations qui sont issues des recherches que je vous montrerai à la fin du webinaire, qui font consensus aujourd'hui, c'est-à-dire que oui, on est d'accord que c'est de cette façon-là qu'il faut procéder. Donc, nous, on tient compte de toutes ces recommandations et puis on tient compte aussi de la réalité de la classe. Ben oui, quand on a une classe, on a différents niveaux, on a différents profils d'élèves, etc. Donc, pour faire des supports qui soient vraiment efficaces en classe. Donc, Patrice Gourdet, je vais vous mettre une petite vidéo. Donc, je ne vous la passe pas moi parce que sinon, vous n'avez pas le son. Enfin, parfois, il y a des personnes qui n'ont pas le son. Donc, je vais vous mettre le lien dans
dans le chat. Comme ça, vous pouvez aller voir la vidéo sur YouTube. Et puis, vous revenez quand vous avez fini. Donc, quand vous avez fini de voir la vidéo, bah, vous mettez un petit message. Et puis, comme ça, je reprends la parole. Voilà, je vous ai mis le lien dans le chat. À tout de suite. Vous me mettez un petit mot quand vous avez fini de visionner. OK, alors je vais reprendre. Donc, Patrice Gourdet, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'en fait, quand on apprend, on dit souvent, hein, on apprend à lire au CP, mais en fait, on n'apprend pas à lire, on apprend à lire et à écrire. C'est pour ça que Métallo, c'est une méthode d'apprentissage de la lecture et de l'écriture au CP. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, la lecture et l'écriture sont présents les deux dans la méthode. Pour vous donner une idée, on fait à peu près 50% du temps de lecture, 50% du temps en écriture. Alors, on a bien sûr des allers-retours entre les deux, mais c'est que chacun va avoir un rôle particulier. Dans la méthode Métallo, quand on apprend à lire, c'est pour comprendre. Ce qui prime, c'est l'accès au sens et c'est le seul but. Alors, comment on le fait? On le fait en début d'année sur des textes qui sont entendus. Donc, c'est des textes qui sont lus par l'enseignant, l'enseignante, donc ils sont entendus par l'enfant. On travaille la compréhension à ce niveau-là. Au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'année, ben, l'enfant va lire de plus en plus de choses et pourra, à partir de la période 3, lire tout ce qu'on lui propose. On travaille le vocabulaire en contexte, mais vraiment, on travaille la compréhension. Je vous montrerai tout à l'heure après comment on la travaille. Et puis, au niveau, alors, pourquoi on ne travaille pas le code quand on est en lecture, ce que certaines personnes font? En fait, on s'est aperçu qu'il y a des élèves, quand on travaille le code pendant les séances de lecture, ils se concentrent sur le code et ils ne vont pas chercher le sens. C'est-à-dire qu'il y a des élèves, ça devient de très bons déchiffreurs, voilà, mais quand on leur dit «Qu'est-ce que tu as compris?», ben, en fait, ils n'ont rien compris du tout. Parce que pour eux, en fait, le fait de travailler le code en même temps, ça veut dire, ben, en fait, apprendre à lire, c'est associer des syllabes, etc. C'est faire un petit peu de la technique, mais ils ne vont pas chercher le sens. Donc, nous, on ne travaille pas ça ici, c'est si je lis, je dois comprendre. Quand je lis quelque chose, je dois pouvoir faire un retour de ce que j'ai compris. C'est le seul but. Par contre, quand on est en écriture, alors, bah, le sens, on va le travailler, puisque quand on produit de l'écrit, le sens, il est au départ. Mais là, on va travailler le fonctionnement de l'écrit, c'est-à-dire l'étude de la langue. Alors, on va le travailler sous plein de formes, Donc, il y a l'entraînement gestographique, il y a toutes les séances d'encodage, il y a les dictées et puis une multitude de situations d'écriture. Aussi, pourquoi on fait ce choix-là? Parce que quand on fait de l'écriture, le fonctionnement de la langue, on est obligé de passer par le fonctionnement de la langue. Je vous donne un exemple. Si je mets au tableau le mot, mettons le mot tomate, je l'écris au tableau. Donc, je demande aux enfants de le lire. Il y a des enfants qui sauront lire et des enfants qui ne sauront pas le lire. OK, un enfant va le lire. Il y a des autres enfants qui vont le mémoriser.
Ils vont bien voir comment il est. Ils vont dire, OK, ça, c'est tomate. Et dans ce cas-là, ben, quand ils vont le rencontrer, ils vont être incapables de reconnaître le mot tomate. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont compris ce qu'il y avait dedans. Ça ne veut pas dire qu'ils ont compris qu'il y avait des syllabes, qu'il y avait des syllabes, qu'il y a des sons, etc. Par contre, si je dis à l'élève, je ne lui montre pas le mot, je lui dis écris tomate. S'il écrit tomate, il est obligé d'écouter le mot, de le découper en syllabes, d'aller chercher les sons qu'il entend, d'aller chercher des graphèmes qui peuvent correspondre à ces différents sons, de les ordonner dans son mot, etc. Donc, quand il fait ça, il est obligé de passer par le fonctionnement de la langue. C'est pour ça que dans la méthode, l'étude de la langue, elle se fait dans la partie écriture et on garde vraiment le sens pour la lecture. Voilà pourquoi c'est une méthode de lecture et d'écriture. Je vous montre une deuxième vidéo, donc je vais vous mettre le lien aussi. La question, OK, on fait écrire les enfants, mais est-ce qu'il faut directement les faire écrire avec la bonne orthographe? Donc, je vous laisse écouter Patrice Gourdet et puis je reviens vers vous juste après. Ah, mais Chantal, pas de souci pour le retard. Si jamais il y aura le replay, hein, donc vous pourrez aller voir, vous le recevrez. Voilà, vous me dites quand vous avez fini. OK, alors je reprends. Donc, si on reprend le mot bateau, il a deux formes. Il a sa forme orale, sa forme écrite. Quand je passe de la forme orale à la forme écrite, je suis dans une situation d'écriture, ça veut dire encodage, donc passer des phonèmes au graphème, plus respect de la norme qu'est l'orthographe. Dans l'autre sens, bien sûr, c'est pour ça qu'on a une liaison entre les deux. Quand je passe de la forme écrite et que je vais à la forme orale, je suis dans une situation de lecture, ça veut dire décodage, c'est-à-dire je pars des graphèmes pour arriver au phonème, et il faut que j'accède au sens, sinon ça n'a aucun intérêt. Alors, voyons ce qui se passe dans la tête de l'enfant, dans la mémoire de l'enfant. Si j'imagine que j'arrive à faire écrire le mot bateau directement avec la bonne orthographe à un élève, déjà, premièrement, il va rencontrer la norme. Et petit à petit, il va développer une conscience orthographique. Une conscience orthographique, ça veut dire, ça ne veut pas dire qu'il sait tout écrire, mais il sait qu'il y a une façon d'écrire, voilà, qu'on n'écrit pas comme on veut. Quand il va écrire le mot bateau, il va le mémoriser une première fois avec la bonne orthographe. Donc, bien sûr, ce n'est pas en rencontrant un mot une fois qu'on sait forcément l'écrire, mais chaque fois qu'on va le rencontrer, il va se mettre en mémoire de plus en plus profonde et au bout d'un certain nombre de fois, je connaîtrai ce mot-là avec la bonne orthographe. À partir du moment où je sais, où je connais l'écriture de ce mot-là, eh bien, je vais avoir ce qu'on appelle un double effet.
En situation d'écriture, quand j'en aurai besoin pour l'écrire dans une phrase, l'enfant, lui, enfin, quand l'enfant en aura besoin, il va aller le rechercher en mémoire et il va pouvoir l'écrire directement avec la bonne orthographe. Ça, c'est le premier effet qui paraît logique. Le deuxième, ce qu'on sait moins, c'est que quand il va le rencontrer dans une phrase, alors il ne va pas être obligé de passer par le déchiffrage, il va pouvoir le reconnaître directement. Voilà. Donc, ce qui fait que, il va augmenter sa fluence de lecture, puisque sur ce mot-là, il va passer moins de temps et il va directement accéder au sens. C'est pour ça qu'on parle de puissance de l'écriture et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de prendre du temps à apprendre aux élèves à écrire avec la bonne orthographe, parce que quand on apprend à écrire avec la bonne orthographe, en fait, on sert aussi la lecture. On a un retour qui se fait en lecture, donc on travaille doublement. Alors, si j'arrive dans mes séances à toujours, enfin, le plus souvent possible, on va dire, faire écrire les enfants avec la bonne orthographe, ils vont mémoriser de plus en plus la bonne orthographe, ce qui fait que quand ils vont écrire, ils vont écrire de mieux en mieux parce qu'ils vont pouvoir aller rechercher ce qu'ils ont en mémoire. Et dans les textes, il y aura de plus en plus de mots qu'ils vont pouvoir reconnaître directement, donc, et accéder au sens, donc ils vont pouvoir augmenter leur vitesse de lecture, qui est un des facteurs de la compréhension en autonomie. Alors maintenant, on prend l'inverse. Moi, ça, par exemple, c'est ce que je faisais au début que j'avais des CP. J'ai trouvé que c'était déjà très bien. Mais si je laisse les enfants écrire en phonétique, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont mémoriser la phonétique puisque c'est la façon dont ils écrivent. Donc, ils vont mémoriser ça. Donc, ça veut dire que quand on va leur demander de réécrire, qu'est-ce qu'ils vont aller faire? Ils vont aller chercher en mémoire ce qu'ils ont. C'est de la phonétique. Donc, ils vont continuer à écrire en phonétique, qu'ils vont encore réenregistrer. Donc, en fait, on est en train de donner de l'eau au moulin pour qu'ils fonctionnent en phonétique. Le deuxième, ça c'est le premier effet, donc déjà qui ne sera pas bon. Et le deuxième, c'est que quand ils vont rencontrer les mots dans une phrase, ils ne vont pas correspondre à ce qu'ils ont en mémoire. Donc, ils ne vont pas pouvoir les reconnaître. Donc, ils vont être obligés de passer par le décodage. Ça veut dire qu'on va les maintenir dans un décodage, dans une lecture plus laborieuse. Et donc, ils vont avoir moins de fluence que dans le cas précédent. C'est comme s'ils développaient un langage parallèle. Donc, je vous montrerai après comment on fait, mais c'est là qu'on peut comprendre qu'il est important, et de toute façon c'est une préconisation, de faire fréquenter la bonne orthographe le plus souvent possible aux élèves pour qu'ils la mettent en mémoire. Donc voilà pourquoi il faut écrire avec la bonne orthographe. Là, on veut arriver au modèle de droite. Bien sûr, on n'arrive pas à faire du 100%, ce serait trop beau, mais ça ne fait rien. Le but, c'est de se dire comment je peux mener mes séances pour que les enfants, le plus souvent possible, puissent accéder à la bonne orthographe. Pour en revenir au fait que les séances d'écriture, ça sert à la lecture, donc André Ozulia, c'est un psychopédagogue qui a beaucoup travaillé sur les écrits normés, c'est-à-dire les écrits avec la bonne orthographe. Et donc, il disait qu'une bonne situation d'écriture équivaut à 10 situations de lecture. Quand on travaille en écriture avec la bonne orthographe, c'est plus puissant que de travailler la lecture. Alors, au niveau des préconisations dont je vous ai parlé, des recherches, il y en a une qui est importante, donc c'est la fréquence d'études des graphèmes en début d'année. Et l'étude IFI, elle a montré que les classes qui étaient les plus efficaces, c'était les classes qui étudiaient 14 graphèmes sur les 9 premières semaines. Donc, c'est un rythme qui est rapide. Donc, nous, on le respecte dans la méthode. Pourquoi il faut faire ça? Parce que si on va trop lentement dans les sons, les enfants n'ont pas assez de matière pour manipuler, combiner, etc. Et le top, c'est, si on en fait 14 en 9 semaines, ils ont beaucoup de matériel pour manipuler et ils comprennent bien mieux le principe alphabétique et ils découvrent mieux aussi le début du code alphabétique. Donc ça, c'est une préconisation qu'on respecte. Ensuite, il y a une autre grande préconisation, c'est la régularité de la langue à l'écrit. Il faut savoir quand même, alors on croit tous que le français c'est compliqué, il faut quand même savoir que le français, il est régulier à 85% à l'écrit. Donc des fois, quand on l'entend, on se dit « Ah bon, quand même ». Donc l'idée, c'est de travailler sur ces 85% réguliers pour bien poser les choses chez les élèves et dans un deuxième temps, d'aller chercher les exceptions plutôt que de tout mélanger. Deux exemples. Le son I, dans 99% des cas, il s'écrit avec la lettre I. Dans 1% des cas, il s'écrit avec la lettre Y. Donc, ce qui veut dire que nous, on va introduire le graphème I et on ne parlera pas du Y. Si on introduit le graphème I, on sait que les enfants peuvent déjà écrire 99% des mots, c'est déjà largement assez. Et dans un deuxième temps, alors on étudiera l'Y. Maintenant, le son Z, dans 90% des cas, il s'écrit avec la lettre S et dans 10% des cas avec le Z. Donc, quand on va introduire le graphème, on va introduire le graphème principal, le S. On verra que le S sonne Z.
Et après, plus tard, on verra la lettre Z, pour éviter, par exemple, que les élèves nous mettent des Z partout. Alors là, je vais vous montrer comment se déroule sur la première période 2 jours. Donc, l'étude d'un graphème se fait sur 2 jours, en première période. Après, ça peut être 3, j'y reviendrai tout à l'heure. Là, c'est le graphème P et ça se passe sur 2 jours. On va entrer par la lecture. Donc, au niveau des textes dans la méthode, au départ, on voulait travailler avec la littérature de jeunesse et puis on n'a pas pu parce qu'avec les éditeurs, c'est une misère pour avoir un extrait, pouvoir le citer ou le publier. Enfin, ça n'a pas été possible. Donc, on a écrit tous les textes. Ce sont des textes 100% déchiffrables. Vous avez sur la gauche les types d'écrits qu'on va rencontrer. On n'a pas du tout voulu faire d'une histoire de métallo. C'est toujours l'histoire de Métallo, on a plein de choses. Et des fois, Métallo, il n'est pas là pendant une semaine, pendant 2 semaines, et puis il revient. Voilà. Mais on rencontre, vous voyez, les documentaires, les mots mêlés, la bande dessinée, etc. Alors, au départ, on commence toujours par l'illustration. Donc, on part de l'illustration du texte. Les enfants vont pouvoir s'exprimer librement pendant 1 à 2 minutes. Ils disent ce qu'ils veulent. Une fois que c'est fait, alors oui, ce que j'ai dit tout à l'heure, mais que je précise là, on va travailler sur un texte entendu que l'enseignant va lire. Bien sûr, les élèves auront des choses à lire sur ce qu'ils sont capables de déchiffrer, mais là, on va travailler un texte plus contenant pour vraiment travailler la compréhension, donc c'est l'enseignant qui va le lire. Donc l'enseignant lit une première fois l'histoire aux élèves. Suite à ça, il y a un temps d'échange. Les élèves vont pouvoir verbaliser ce qu'ils ont compris, ils vont mutualiser leur retour et discuter entre eux. Donc là, on n'est pas en train de cadrer, de dire oui, tu as raison, non, c'est pas comme ça. Non, on laisse les enfants s'exprimer. Le but, c'est que tout le monde s'investisse, que tout le monde prenne confiance, parce qu'on a certains élèves, si à la première remarque qu'ils font, si on leur dit non, en fait, c'est pas ça, tu n'as pas compris, on peut braquer des élèves, puis après, ils n'y reviennent plus. Donc là, c'est vraiment chacun s'exprime, chacun dit ce qu'il pense, on a le droit de dire ce qu'on veut par rapport à l'histoire. Une fois que c'est fait, l'enseignant va dire aux élèves, voilà, donc je vais vous relire encore une fois l'histoire et après je vais vous poser des questions, donc écoutez bien. Donc il relit l'histoire et ensuite il va poser des questions. Donc, au niveau des questions, on a 3 types de questions. On a les questions explicites, on a les questions implicites et on a les questions culturelles. Donc, quand on dit culturelles, ça veut dire qu'ils vont emmener plus loin que le contenu de l'histoire. Je donne un exemple. Par exemple, ici, là, ça parle de pommes, Métallo, il ramasse des pommes. Il y a une des questions, c'est est-ce que tu connais d'autres arbres fruitiers que le pommier? Voilà. Donc là, on va aller chercher ce que l'enfant sait dans sa culture sans que ce soit dans le livre. Donc au niveau de la compréhension, elle se travaille en collectif en début d'année pour emmener tout le monde. Le but, c'est que les élèves apprennent à comprendre. Ce qu'on dit souvent avec Laurent, c'est quand on lit un texte ou qu'on entend un texte, si on pose des questions derrière et qu'on s'arrête là, en fait, on est en train de faire une évaluation. C'est-à-dire, pour chaque élève, on est en train de voir ce qu'il a compris ou pas. Poser des questions, c'est une évaluation. Ce qui va devenir un vrai apprentissage, c'est de reprendre les questions et de dire maintenant, explique-nous comment tu as fait pour répondre à ça. Donc, c'est-à-dire de justifier ta réponse. Et donc là, on va le faire à l'oral, sous forme de débat. C'est-à-dire que l'enseignant pose une question, un élève répond, peut-être qu'un autre n'est pas d'accord, on va lancer un débat entre eux et on va vraiment s'axer sur la justification des réponses, l'argumentation. Voilà, donc ça, c'est la première, ça dure 30 minutes, c'est la première entrée le premier jour. Une fois que c'est fait, la dernière question qu'on pose, elle a un but. Donc ici, c'est quel animal est posé sur le chapeau du champignon. Donc là, c'est un papillon. En fait, elle nous permet d'introduire le graphème. Donc, on présente l'affichage de papillon, on voit les différentes écritures de la lettre P. Et ensuite, sur le livre, sur la page qui correspond à l'élève, puisque l'autre page était le texte entendu, on voit les différentes graphies, on présente des syllabes qui contiennent ce graphème, et on va toujours voir dans l'alphabet quelles sont les lettres qu'on utilise pour écrire ce graphème. Ensuite, on va s'entraîner au geste graphique sur le nouveau graphème. Donc là, je vais retourner sur le site, ici, et donc dans mon espace où j'étais allé tout à l'heure, là, voilà, tout ce qui est en orange ici, c'est ce qui est lié à la méthode de lecture Métallo. Donc, je vais dans ressources ici. Voilà, je vais aller dans vidéo de graphisme.
hein, période 1, je vais les chercher. Et ici, j'ai le P. Donc, je vais cliquer dessus. Là, vous avez un petit tuto pour ça qui vous l'explique, mais je fais un clic droit, je mets lire en boucle et je la lance. Pour chaque graphème que vous allez étudier, vous allez avoir une petite vidéo qui vous détaille le tracé du graphème. Alors déjà, vous pouvez l'utiliser quand vous expliquez le tracé aux élèves. Donc, il y a une verbalisation de tout ça, hein. Je monte en travers, je touche le premier interligne, je descends bien droit, je traverse la ligne d'écriture, etc. Il y a quelque chose qui vous est proposé dans le guide pédagogique parce que c'est pareil, c'est une préconisation de verbaliser le tracé. Après, à vous de l'adapter si vous souhaitez changer un peu, mais en tout cas, vous avez une base. Et en mettant en lecture en boucle, vous voyez, toujours ça va recommencer au départ et refaire le tracé. À quoi ça sert? En fait, une fois qu'on a expliqué le tracé d'une lettre ou d'un graphème aux élèves, ben, quand on repart faire autre chose avec un groupe d'élèves ou si on a un double niveau, etc., ben, les élèves ils se retrouvent directement au tableau avec un dessin d'une lettre. Ils ne savent pas forcément dans quel sens ça tourne, etc. Donc là, ça leur permet, s'ils sont perdus, de prendre leur crayon et de suivre en l'air. Ils peuvent refaire, suivre la vidéo comme ça, plusieurs fois s'ils veulent. Et quand ils sont prêts, ils peuvent retourner sur leur support. Donc vous, ça vous libère du temps en tant qu'enseignant et ça évite que les élèves fassent n'importe quoi et mémorisent n'importe quoi. Donc voilà pour l'entraînement au geste graphique. Pareil, au niveau des préconisations par l'IFE, je trouve pas mon mot, le temps qui est le plus efficace, c'est 19 minutes par jour. Donc nous, on fait des séances de 20 minutes. Ils ont montré que si on fait plus de 19 minutes, ça ne sert à rien du tout. On n'a pas des meilleurs résultats. Donc, et puis si on fait moins, eh ben, on a des moins bons résultats. Donc l'optimum, c'est 19 minutes. Ils ont montré aussi que l'entraînement au geste graphique, il a des répercussions autant qualitatives que quantitatives sur la production d'écrit jusqu'au CM2. Ça veut dire que plus on a délié la main, plus on fera de bons élèves en production d'écrit. Donc c'est très important, 19 minutes par jour. Une fois qu'on a fait ça, on va faire de la discrimination auditive. Donc ici, sur le son, donc collectivement, travailler sur des mots, on va travailler sur les prénoms de la classe, on va demander aux élèves de trouver des mots où on entend ce son-là, etc. On va s'assurer que chaque enfant prononce bien ce son, etc. Systématiquement, on va faire de la discrimination visuelle. Donc là, c'est en début d'année, donc c'est sur des suites de lettres et des mots, mais plus tard dans l'année, ce sera par exemple, ils ont le texte et puis ils doivent aller rechercher dans le texte les mots qui contiennent le nouveau graphème, puis les recopier sur le cahier du jour. Et ensuite, on passe à l'encodage. Donc l'encodage, c'est quand même un gros morceau, puisque je vous ai dit que c'est une méthode de lecture et d'écriture. On passe autant de temps en lecture qu'en écriture. Donc je vais vous montrer comment se passe une séance d'encodage. Donc, l'idée, c'est de faire écrire les enfants avec la bonne orthographe dès le départ. Alors, quand on regarde les mots dans la langue française, ici à gauche, vous avez un papy, un melon, un lama. Donc ça, c'est des mots qu'on appelle réguliers, c'est-à-dire qu'il y a juste à les écouter pour les écrire, il n'y a pas de piège. Au milieu, vous avez les mots qui ont une lettre muette. Voilà. Et puis à droite, vous avez des mots qui ont ce qu'on appelle des graphèmes secondaires. Donc, les graphèmes secondaires, par exemple, si je prends le son, le plus souvent, il s'écrit avec un C. Ça, c'est le graphème principal. Et le Q est un graphème secondaire, ça veut dire qu'il est un peu moins courant. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner des indices orthographiques aux élèves pour qu'ils puissent écrire directement avec la bonne orthographe. Alors, je vous donne une anecdote dans ma classe que j'ai eue et d'où vient cette idée-là. Si vous voulez, moi, je faisais écrire les enfants en phonétique, je l'ai dit tout à l'heure au départ, quand ils écrivaient en phonétique, pour moi, c'était bien parce qu'il y avait déjà la correspondance. Et si, par exemple, s'ils écrivaient canard, l'enfant écrivait canard, C-A-N-A-R, donc je disais que c'était très bien, puis je lui expliquais qu'à la fin, il y avait un D. Puis un jour, il y en a un qui m'a dit, mais maître, tu dis toujours que c'est juste, et puis tu corriges toujours après. Donc, j'ai senti quand même de la frustration pour l'élève, et d'où l'idée de se dire, mais si on lui avait dit avant, en fait, il serait arrivé tout seul. Donc, c'est pour ça qu'on donne les indices en amont pour lui permettre d'accéder à la bonne orthographe. Si je prends le mot lit, vous dites à un élève de CP, écrivez lit, il va vous écrire L-I s'il n'a jamais vu le mot, c'est obligatoire. Par contre, si avant de commencer, on lui dit, attention, à la fin de lit, il y a un T, mais il ne sonne pas, on ne l'entend pas. Par contre, il s'écrit. Voilà. Maintenant, écrit-lit, il va vous l'écrire avec la bonne orthographe. Donc, c'est le principe que nous, on adopte. Donc, je vous montre une petite vidéo. Là, je la fais tourner comme ça parce que, en fait, il n'y a pas de son, donc ça veut bien aller. Et puis, je reviens vers vous juste après.
OK. Donc maintenant, je vais vous détailler ce qui s'est passé. Donc l'enfant, on choisit sa carte. Là, sur l'exemple que j'ai, il va écrire un tapis. Donc il va s'informer au départ, c'est-à-dire qu'il va prendre les indices. Donc lui, à la fin de tapis, il y a un S. Donc il faudra bien que je retienne qu'il y a un S muet à la fin de tapis et c'est un mot qui va avec. Il écoute le mot. C'est ça que je vous disais tout à l'heure, que quand on fait écrire, on est obligé de passer par le fonctionnement de la langue. Il va devoir écouter le mot, le découper en syllabes, aller chercher les sons qu'il entend, etc., trouver les graphèmes qui correspondent. Donc, il va faire un essai d'écriture, un premier essai d'écriture. Alors là, ils vont utiliser le jeu de cartes que vous avez vu, le jeu de cartes graphème-phonème. Donc, chaque carte est un phonème et il peut y avoir deux graphèmes puisqu'il y a deux faces. Et en fait, on tourne la face du bon côté pour avoir la bonne orthographe. Ça permet de manipuler, voilà, ça permet d'ordonner, etc. On incite toujours les élèves à écrire d'abord la première syllabe, puis la deuxième, puis il y en a une troisième, puis la troisième. Mais de les séparer, c'est pour éviter qu'ils se perdent dans le mot. Et ensuite, quand il a fini, on l'invite à regrouper ses cartes pour former le mot. Voilà son essai d'écriture. Il peut être juste ou il peut être faux, suivant l'élève. Je vous donne un exemple typique en début de CP. Pour tapis, si l'enfant combine à peu près, donc, il dit au départ, OK, donc il y a un S à la fin, ça marche. Et après, il part dans son encodage, il est tellement concentré dans ses sons, etc. Tapi, réuni, puis en fait, il oublie le S parce que ça lui est passé, il s'est tellement concentré sur ses syllabes. Pas grave. Il fait son essai d'écriture, c'est juste ou c'est faux. Encore une fois, si on fait écrire les élèves et qu'on les laisse à ce stade-là, on est en train d'évaluer ce qu'ils savent faire. C'est-à-dire que l'essai d'écriture de mon élève est une évaluation de son niveau. Et là, je ne le fais pas progresser quand je fais ça. Si je le laisse partir là, alors il repart en mémoire avec ce qu'il a écrit. Et si c'est faux, eh ben, il enregistre la mauvaise orthographe. Puis si c'est juste, tant mieux, il enregistre la bonne orthographe. Mais nous, on veut qu'ils arrivent à enregistrer la bonne orthographe, donc on va aller plus loin. Ce qu'on va faire, donc ça, c'est quelque chose qui vient qu'André Ouzoulias préconisait. Ça s'appelle une correction dans la même unité de temps. C'est-à-dire l'enfant, oui, fait son essai d'écriture, mais il faut absolument qu'il corrige dans la même unité de temps pour qu'il puisse voir la bonne orthographe et la mémoriser. Donc, au dos, là, vous avez le livre de lecture. Au dos du livre, vous avez un petit répertoire qui s'appelle Leximini qui fait 300 mots. Et alors, pour ceux qui connaissent le clavier métallo, la première page, ce sont les sons d'attaque. Donc, par exemple, ici, je vais écrire tapis. Donc, tapis, je sais que ça commence par le T. Donc, je vais aller à la page 8. Donc, l'enfant va à la page 8. Il n'y a que 20 pages. Hein. Et puis, les premiers jours, on ne travaille que sur les pages 1 et 2. Comme ça, l'enfant s'habitue. Voilà. Et donc, tapis, l'enfant est capable de le retrouver avec le dessin qu'il a sur sa carte. Et il peut avoir la correction lui-même. Ça veut dire qu'il va pouvoir comparer son essai d'écriture avec la correction. Là-dedans, il y a plein de choses qui sont importantes. Premièrement, ce n'est pas l'enseignant ou l'enseignante qui va venir dire c'est juste ou c'est faux. C'est l'enfant qui va se confronter à l'orthographe. L'orthographe est extérieure à l'enseignant et ce n'est pas une histoire de jugement de l'enseignant. Donc, c'est bien que l'enfant se dise OK, l'orthographe, c'est quelque part, je vais aller voir, mais c'est complètement décroché de mon enseignant. Et puis, ici, quand il vient corriger, il y a plusieurs cas de figure. Si son encodage est juste, tant mieux, il va passer à l'étape suivante. Si jamais c'est faux, alors il va corriger. Et dans le cas où il corrige, eh bien, il va y avoir deux cas. Soit il arrive à comprendre son erreur tout seul. Dans ce cas-là, il va se débrouiller. Soit il n'arrive pas à comprendre son erreur. Et dans ce cas-là, l'enseignant va intervenir. Mais ça veut dire que, quand vous voyez ça, c'est que sur la séance totale, l'enseignant, il va avoir vraiment du temps parce qu'il y a plein d'enfants qui vont être autonomes. Il va pouvoir vraiment s'occuper de ceux qui ont besoin. Je vous donne un exemple pour les deux erreurs que je viens de citer. Si l'enfant a oublié le S, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce qu'il s'est concentré sur les syllabes, quand il va corriger dans Leximini, il va le voir, il va dire « Ah, il y a un S oublié ». Il va le savoir parce qu'on lui a dit au départ. Donc, il va rajouter son S. Ça, c'est une erreur qu'il peut comprendre tout seul. Et je vous garantis qu'au bout de 3-4 fois qu'il a oublié, il n'oublie plus. Pourquoi? Parce qu'on lui a pointé tout le temps l'erreur dans la même unité de temps, donc il arrive à se corriger. Et ensuite, il pourrait y avoir, par exemple, l'enfant qui confond le « te » et le « de », par exemple, puis il écrit un DAPI. Bon, ben là, il peut se trouver dans une situation où il ne comprend pas. Il va dire, mais je ne comprends pas, moi, pour moi, DAPI, ça doit s'écrire comme ça, etc. Donc là, il y aura intervention de l'enseignant. Donc, à ce moment-là, on corrige ou on valide. On peut le faire aussi avec le clavier métallo si vous avez du matériel en classe, ça marche pareil.
Une fois que c'est corrigé, l'enfant sur son ardoise va écrire le mot qu'il vient d'encoder. On s'est déjà entraîné au geste graphique, donc on sait faire les lettres. On s'entraîne. Et une fois que c'est fait, il va pouvoir découper une petite étiquette qui colle dans son cahier mémoire. Donc le cahier mémoire, pour vous expliquer ce que c'est un petit cahier 17-22. On va travailler sur des doubles pages. Et chaque double page, ça présente un graphème. Et quand le rythme est donné au bout de 3 semaines, en fait, les enfants, ils ont 8 mots à écrire sur 2 séances comme celle-là. Il y a 2 séances de suite sur les 2 jours. Donc, dans les 2 séances, il faut qu'ils aient écrit les 8 mots. Enfin, ils peuvent écrire 8 mots. Il y a des enfants qui vont écrire qu'un mot, parce que c'est leur niveau. Il y en a qui vont vous écrire 4 mots et puis 4 mots. Il y en a qui vont vous écrire les 8 mots dans la première séance. Ils vont faire des petites phrases dans la deuxième. En fait, là, on est vraiment dans une différenciation naturelle. Chaque élève va suivre son. Donc, voilà pour l'encodage. Là, au niveau de ce travail-là, par rapport aux préconisations, des recherches, donc des situations d'écriture travaillées quotidiennement, ben, c'est ce qu'on fait. Présentation de la régularité de la langue de l'écrit, c'est ce qu'on fait. La correction dans la même unité de temps, c'est ce qu'on fait. La fréquentation de la bonne orthographe, l'acquisition du geste graphique. Donc, déjà, rien que sur ce travail-là, on applique quotidiennement 5 préconisations des recherches. Le premier jour est terminé, là. Donc, pour le deuxième jour, on va reprendre par la lecture. Donc, ça, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur le premier jour. Donc, le deuxième jour, qu'est-ce qui se passe? On revient, l'enseignant ne relit pas le texte tout de suite, il va dire, alors, est-ce que vous vous rappelez l'histoire qu'on a racontée hier, que je vous ai lue hier, etc. Donc, il y a un premier temps d'échange entre les élèves. Ensuite, on refait comme hier. L'enseignant va dire, bon, ben voilà, je vais vous relire encore une fois l'histoire et je vais vous reposer des questions. Donc là, les questions, elles peuvent être plus poussées. C'est vraiment pour faire du débat. Des fois, il y a plusieurs réponses possibles. C'est vraiment pour apprendre aux enfants que on n'a pas tous le même point de vue. Et puis vraiment d'argumenter pour dire comment j'en suis arrivé à cette réponse-là. La réponse nous intéresse, mais une réponse juste qui n'est pas justifiée, on ne la retient pas. On veut que l'enfant puisse expliquer comment il a fait pour trouver cette réponse-là. C'est ça qui permet aux autres élèves aussi de comprendre, enfin d'apprendre à comprendre. Donc, sur les 2 premières périodes, on travaille de cette façon-là pour que tout le monde entende et qu'on puisse aussi tirer vers le haut les enfants qui ont plus de mal en compréhension. Donc, on a le débat derrière, c'est ce que je viens de dire. Encore une séance de 30 minutes. Deuxième jour, on s'entraîne toujours au geste graphique. Là, on va écrire des mots. Ce sont les mots qu'on est en train d'encoder. Voilà. Exercice de discrimination auditive encore sur le fichier. Étude de la langue, j'y reviendrai tout à l'heure. Et deuxième jour, deuxième séance d'encodage, on refait la même chose. Donc, les enfants reprennent où ils en sont. Celui qui a écrit 3 mots dans sa séance, allez, il en écrit un quatrième. On est le lendemain, on fait la même chose. Au niveau de la lecture, donc ça, c'est la page de droite. Ça, le haut, là, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure quand on présentait. Et ce qui est en bas, c'est ce que l'enfant est capable de lire tout seul. Là. Donc là, on est en tout début d'année, donc il n'y a pas grand-chose. Ce sont des petites phrases, mais en tout cas, c'est des phrases 100% déchiffrables que l'enfant est capable de lire. Voilà. Et puis en bleu, entouré comme ça, ce sont les mots-outils. On en introduit un par séance. Un par graphème, pardon. Ce que je n'ai pas dit, c'est que les textes de ce qui est eu, je ne sais pas si vous le voyez là, mais vous pouvez le voir quand vous allez consulter les extraits du manuel, le texte est écrit en 2 couleurs. Donc, je vais vous le montrer ici. Il est écrit en 2 couleurs, bleu clair et bleu foncé. Pourquoi? C'est pour que l'enfant ne se perde pas dans les syllabes. Il n'y a aucun intérêt de laisser un enfant se perdre dans les syllabes. Voilà, par exemple, si je prends celui-là, vous voyez que c'est écrit en 2 couleurs. Ça lui fait un appui pour augmenter l'affluence de lecture. Donc voilà comment se déroulent les 2 jours. Maintenant, il y a des choses qui ne sont pas dans la première période, donc je vais vous les montrer. Dans la première période, on s'axe beaucoup sur l'encodage, qui continue période 2, période 3, et en période 4-5, on l'intègre dans les dictées. Donc, on ne fait pas de dictée sur la première période, parce que l'encodage, c'est de la dictée, c'est de la dictée de mots. Donc, au niveau des dictées, qui commencent à la période 2, voilà comment on travaille. On va travailler 5 syllabes qui contiennent le nouveau graphème. Et on va les travailler en contexte. Par exemple, on va leur dire, vous écrivez roue comme dans rouler. On donne toujours un exemple de mot. On travaille 2 mots-outils avec une mémorisation orthographique et on travaille une phrase. Voilà. Donc, la phrase, essai d'écriture, on se met d'accord, on discute, comment ça s'écrit, etc. Chacun fait son essai et après on discute. Ça, c'est en période 2. En période 3, on va ajouter un travail, comment dire, une réflexion à l'oral qui relève de la grammaire conjugaison, mais qui va s'appuyer plutôt sur le sens. Donc, je m'explique. Quand on a écrit «Métallo roule dans la cour», on va dire aux élèves «Est-ce que vous pouvez trouver le mot qui dit ce qu'il est en train de faire ?»
Donc, on doit isoler le mot dans la phrase qui dit ce qu'il est en train de faire. Là, on est en train d'introduire le verbe. Une fois qu'on l'a trouvé, on va poser la question, on va dire qui est-ce qui roule? Et là, donc, la réponse, c'est métallo. Mais on ne parle pas de sujet, si vous voulez. On est vraiment que sur le sens. Ça, on le fait en période 3, on le fait en période 4 et on le fait aussi en période 5. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en période 4, on va introduire le pluriel des verbes, c'est-à-dire la troisième personne du pluriel, le ENT, pour les verbes du premier groupe. Pourquoi on le traite? Parce que déjà, ce ENT, il faut expliquer aux enfants que des fois, il ne sonne pas. Parce que sinon, il y a des enfants qui disent « en » à la fin des mots. Il faut qu'ils sachent qu'à un moment donné, des fois, ça ne sonne pas. Et comme on apprend aussi aux élèves à écrire avec la bonne orthographe, ben, on va leur apprendre le pluriel des noms et on va apprendre aussi cette forme-là du pluriel des verbes. Alors, au début, quand on a fait évaluer la méthode, les enseignants nous ont dit « Oh là là, où est-ce que vous allez ?» etc. Ça leur a fait un peu peur. En fait, au bout du compte, on se dit « Non, non, c'est génial, ça marche. » Dans l'évaluation, pour vous donner un ordre d'idée, dans l'étude IFE, donc si vous voulez, il y a le niveau national, il est là. L'étude IFE, c'est un niveau qui est un peu supérieur parce que c'est des enseignants qui avaient 8 ans d'ancienneté puis qui ont accepté qu'on vienne dans leur classe, donc ils ont estimé que c'était un niveau qui était un peu supérieur. Dans l'étude IFE, écrire une phrase sous la dictée avec des marques de pluriel, il y a 17,6% des élèves qui sont capables de gérer au moins une des marques du pluriel. 17,6. Nous, on a 51% des élèves qui arrivent à le faire. On est bien plus haut parce qu'on l'a travaillé et on le travaille pour le pluriel des noms dès la période 2 et pour le pluriel des verbes dès la période 4. Donc, c'est quelque chose qui marche. Ça ne veut pas dire que tous les élèves vont maîtriser ça en fin de CP, mais ça veut dire qu'ils sont ouverts. C'est-à-dire que quand on leur parle de ça, ben, ils savent de quoi on parle, même s'ils n'arrivent encore pas à le faire tous tout seuls. Donc ça, c'est un point important aussi. Et puis, il y a toutes les situations d'écriture qui sont dans la méthode. Je vais vous en montrer une parce que je ne peux pas tout vous montrer. Là, par exemple, on est en période 2, on veut écrire une phrase. Donc là, on veut écrire Métallo porte une souris et une tasse, ou alors Métallo porte une tasse et une souris. Donc, dans un premier temps, ben, on amène l'image, on laisse les enfants s'exprimer librement sur l'image. Et puis, à un moment donné, on leur dit, bon, ben voilà, on va écrire ce qui se passe ici. Donc, on va les aider dans la formulation de la phrase, puisqu'au début, ils vont être sur du langage oral, etc. Donc, si on a besoin, on les aide. Qu'est-ce qu'ils portent, Métallo? Ils vont dire, ben, une tasse et une souris. Okay, on est en train de travailler sur le EET. Hein. Alors, on les aide à former la phrase complète. Une fois qu'on a la phrase complète, une fois que chacun sait exactement ce qu'il doit écrire, alors on passe à l'écrit, on fait l'essai d'écriture. Dans ce cas-là, on met les enfants par deux, ils vont coopérer entre eux, ils ont des grandes bandes de papier, ils écrivent au feutre, et on leur dit appliquez-vous, écrivez gros, et on va mettre ça au tableau après, puis on regardera ce que vous avez fait, puis on regardera si on est d'accord ou pas. Donc, ils font leur essai d'écriture, et toujours après, correction dans la même unité de temps. C'est-à-dire qu'on va regarder les productions, et bien sûr, il y a des erreurs, et bien, on va discuter, on va aller chercher ça, et puis on va voir un petit peu quelle est la bonne orthographe. Une fois que ça c'est fait, on enlève tout et l'élève de mémoire va refaire le travail sur son fichier. Donc, il fait son travail sur le fichier. Donc là, c'est un travail de mimétisme, puisqu'il vient déjà de le faire, mémoire. Par contre, quand il a terminé, encore une fois, si je le laisse comme ça terminer son travail, ben, je viens d'évaluer ce qu'il a retenu de ce qu'on a fait. Non, ce qu'on va faire, c'est que nous, on vous propose la correction du fichier, vous l'avez dans les ressources, hein, eh ben, vous allez imprimer la phrase « Métallo porte une souris et une tasse ». Ce sera une petite bande de papier que l'enfant pourra aller chercher une fois qu'il a fini son travail et il pourra avoir déjà un premier avis sur son écrit par rapport à la norme. Donc, peut-être qu'il aura tout juste, peut-être qu'il aura des fautes, mais s'il a fait des erreurs, eh ben, il va voir ses erreurs, donc il va en prendre conscience. Et puis, ça ne veut pas dire qu'il va tout corriger, mais ça veut dire qu'il va prendre l'habitude qu'il y a une façon d'écrire, et chaque fois que j'écris, est-ce que j'arrive à écrire avec la bonne orthographe ou pas? Ça ne vous empêchera pas forcément, en tant qu'enseignant, à passer sur le cahier, là. Il ne va pas forcément repérer toutes ces erreurs, mais au moins, il fait la démarche, suivant l'élève, quoi. Mais au moins, il fait la démarche de se dire, OK, j'ai écrit, est-ce que j'ai bien écrit? Pourquoi on fait tout ça? Parce que quand on apprend ce comportement-là aux élèves, dans des situations qui sont cadrées, on lui apprend vraiment un comportement face à l'orthographe, et quand il va partir dans des productions plus libres, on va dire, plus ouvertes, eh ben, il va déjà avoir ce comportement de se dire « Ah oui, attends, il y a une façon d'écrire, bon là, je ne sais pas ce mot-là, il faudrait que je le trouve, etc. » Et ça permettra de mieux gérer les situations ouvertes, parce que qu'est-ce qui nous pose problème en tant qu'enseignant aujourd'hui? C'est de faire de la production d'écrit,
Et c'est de se dire, ben, voilà, ils partent tous dans tous les sens, j'arrive pas à gérer, je ramasse les cahiers, ben, il y a trop de fautes. Puis là, quand je parle, c'est dans les niveaux même supérieurs. Donc, on apprend vraiment ce comportement face à l'écrit dans des situations d'écriture pour prendre conscience de la bonne orthographe. Même si j'arrive encore pas à tout écrire avec la bonne orthographe, au moins je sais qu'il y a une démarche pour le faire. Voilà. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre dans l'idée, mais au niveau de l'étude de la langue, par exemple, le pluriel des noms, donc l'étude de la langue, pareil, elle est croissante au fur et à mesure de l'année. Pareil, l'étude IFE a bien montré que les élèves qui ont les meilleurs résultats dans le lire-écrire, c'est ceux c'est ceux qui ont la meilleure maîtrise du fonctionnement de la langue. Donc, c'est très important d'enseigner ces notions-là. Donc, par exemple, un exemple de ce type-là, donc on l'a travaillé en amont, hein, on a travaillé avec des grandes images, on a déjà travaillé avec tous les noms au singulier, on avait les images et les noms et il fallait les associer. Ensuite, on avait plusieurs. On a cherché dans Leximini comment ça s'écrivait. On a vu qu'on rajoutait un S quand il y en avait plusieurs, etc. Donc là, un peu, c'est une synthèse un petit peu qu'il faut faire. Donc, quand on fait cet exercice-là, on pourrait très bien dire aux élèves, bah, faites l'exercice, puis moi, je corrigerai en tant qu'enseignant. Non. Encore une fois, on va demander à l'élève d'avoir un retour sur ce qu'il fait. Il peut le faire de différentes façons. S'il prend Leximini, dans Leximini, vous voyez que sur les étiquettes, on présente le singulier et le pluriel. Parce qu'en fait, quand un enfant nous dit comment ça s'écrit tomate, eh bien, on va avoir tendance à lui dire bah, T-O-M-A-T-E. Non, tomate, ça s'écrit T-O-M-A-T-E s'il n'y en a qu'une, et ça s'écrit avec un S s'il y en a plusieurs, et c'est à toi de savoir dans ce que tu écris s'il y en a une ou s'il y en a plusieurs. Voilà comment on leur apprend. Donc, dès le départ, ils sont ouverts à ça. Et de la même manière, ils peuvent aussi vérifier leur exercice avec le clavier métallo si vous avez du matériel informatique dans votre classe. Mais ça veut bien dire que la méthode, elle se suffit à elle-même, hein. Il n'y a pas besoin du clavier métallo. Disons que c'est un outil qui peut être aussi utilisé. Donc voilà, donc l'idée, c'est toujours, je corrige dans la même unité de temps, j'ai produit quelque chose, et bien je regarde sur mon travail si c'est juste ou pas. Je vous ai montré la lecture-compréhension sur les périodes 1 et 2 tout à l'heure. Donc, on a vu ça là. Donc, je vous donne quand même un visuel sur l'année. Donc, à partir de la période 3, l'enfant est capable de tout lire. C'est-à-dire, au début de l'année, vous avez un texte à gauche qui est lu par l'enseignant et la partie de droite, c'est pour l'élève. À partir de la période 3, voilà, ici, l'enfant est capable de tout lire. Il lit aussi bien le texte de gauche que celui de droite. Donc, on l'accompagne, bien sûr, parce que les textes sont un peu plus longs, mais il est capable de tout lire. Sur les activités complémentaires sur les périodes 1 et 2, ça c'est purement de la compréhension. Je vous donne un exemple. Par exemple, en période 3, on a un texte sur les pirates, donc on étudie le texte sur les pirates. Il y a une illustration. OK. Quand on a fini, à un moment donné, on présente 4 illustrations de l'histoire aux élèves. Donc, on les met par groupe, on leur dit, voilà, on vous a donné 4 images de l'histoire, vous allez les remettre dans l'ordre et vous allez devoir justifier pourquoi vous avez choisi cet ordre-là. On fait une mise en commun, on l'affiche au tableau. Il y a les images dans le fichier d'activité qui sont en grand format. Donc, on affiche en faisant un petit débat sur les différentes propositions. On remet la suite, la suite d'images dans l'ordre. Une fois qu'on a fini, à chaque groupe, on va leur donner une image de la même taille mais vierge. Et on va leur dire maintenant, vous allez dessiner un autre moment de l'histoire qui n'a encore pas été dessiné. Donc, chaque groupe se met d'accord, fait son dessin. Et vous allez venir le ranger au bon endroit dans la suite d'images qui est au tableau. Et vous devrez expliquer pourquoi vous le mettez. Donc voilà, par exemple, ça, c'est un exercice de compréhension sur le texte, sur la chronologie du texte. Alors, il y a 9 activités comme ça sur les 2 périodes qui permettent aux enfants de travailler en petits groupes et d'approfondir la compréhension. Au niveau de l'autonomie, donc, je vous ai dit au départ, on est sur des textes entendus au niveau de la compréhension. Là, hein, on emmène tout le monde. Les 2 premières périodes, vraiment, c'est emmener tout le monde, que chacun comprenne ce qu'on lui demande. Ça n'empêche qu'il y a quand même des activités en autonomie, mais il y a beaucoup de collectifs. Et puis, plus ça va aller, en fait, on va réduire le collectif, c'est-à-dire qu'on va lancer l'enfant dans la tâche et après, on va avoir un temps collectif derrière. Je vous donne un exemple en période 4. En période 4, l'enfant, on ne va pas attaquer le texte ensemble. Il va avoir l'image, il va avoir un petit extrait de 3 lignes et puis un petit questionnaire vrai ou faux en dessous avec 5 items. Ça, c'est sur son fichier. Eh bien, on lui dit, tu te débrouilles. Tu as l'image, tu lis le texte et tu réponds aux questions. Ça dure 15 minutes.
Et on leur dit, voilà, si jamais tu n'y arrives pas, c'est pas grave, ne t'inquiète pas, on va regarder ça ensemble après et tu pourras poser toutes tes questions, mais fais ce que tu peux. Donc là, c'est de dire, on n'attend plus que le groupe il nous emmène, on va se lancer dans la tâche et c'est après que la séance, en fait, si on faisait que ça, c'est encore une fois, ce serait une évaluation. Maintenant, on va aller décortiquer derrière et puis faire un débat pour voir pourquoi on a répondu ça, etc. Donc, vraiment, l'autonomie, elle augmente au fur et à mesure de l'année. Et puis, je le dis parce qu'on a la question des fois, il y a des enseignants qui nous disent, oui, donc c'est des textes entendus, donc les enfants ne lisent pas. Si, les enfants, bien sûr, lisent des syllabes, des mots, des phrases et des textes courts à côté, mais on n'attend pas qu'ils sachent lire des textes courts pour faire de la compréhension. Et puis, il y a une autre question aussi qu'on nous pose souvent, qu'on nous a encore posée ce matin parce qu'on était en rendez-vous avec une école là, qui voulait prendre la méthode. Si vous voulez, si vous êtes habitué à avoir une méthode de lecture, c'est-à-dire si vous ne faites pas la vôtre, ce que le sentiment des enseignants, il y a des enseignants qui nous disent, mais les enfants, ils lisent moins que dans les méthodes que j'avais. OK, alors je vous explique pourquoi. Parce que Métallo, c'est une méthode de lecture et d'écriture. Donc déjà, on partage le temps. 50% lecture, 50% écriture. Et je vous rappelle que quand on travaille en écriture avec la bonne orthographe, non seulement on travaille pour cette notion-là, mais ça redonne aussi quelque chose à la lecture parce que les enfants vont pouvoir lire plus vite derrière. Donc oui, on peut avoir ce sentiment-là, mais je vais vous donner quelque chose qui me paraît parlant. Si dans les premiers jours, l'enfant est capable de vous lire des phrases, ben, il y a certains élèves, ils ne suivent pas la bonne ligne et puis ils lisent quand même, hein. Voilà. Donc, en fait, il faut se poser la question de qu'est-ce que lire? Est-ce que c'est répéter ce que j'ai entendu en classe ou c'est vraiment comprendre ce qui se passe dans l'écrit? Nous, on est plus dans qu'est-ce qui se passe vraiment dans l'écrit. Donc, au départ, on pose tout ce fonctionnement de l'écrit, la combinatoire, le code alphabétique, etc. Ce qui permet que derrière, une fois que les enfants ont compris, ça démarre plus vite. Mais vu qu'on le fait dans l'écriture, on peut avoir le sentiment qu'on lit un peu moins, mais dites-vous qu'en fait, on travaille plus. C'est juste ce que je voulais dire. Donc, chaque fois qu'on étudie un graphème, ben voilà systématiquement les domaines qu'on aborde. Soit ça se fait sur 2 jours, soit ça se fait sur 3 jours. Des fois, on fait un peu plus d'études de la langue, par exemple, donc on fait sur 3 jours pour ne pas précipiter le rythme et puis que les enfants... c'est que dans les 9 premières semaines qu'on étudie les 14 graphèmes. Après, ça peut être un peu plus lent suivant ce qu'on fait. Ça, c'est la liste des préconisations. Voilà, donc je ne vais pas aller lire, je peux vous laisser regarder, mais j'ai tout abordé et on traite tout ça dans la méthode. Et pour terminer, donc ça, c'est l'évaluation, les résultats de l'évaluation, la cohorte métallo, la cohorte IFE. Donc ça, vous retrouvez ça, il y a le rapport détaillé, il est sur notre site, donc vous pouvez aller le voir. Et puis, 2 points encore pour terminer. La différenciation, elle est omniprésente dans la méthode. Donc, quand on dit différenciation, on dit toujours différenciation vers le bas, en fait, hein, pour ceux qui ont du mal. Il ne faut pas oublier différenciation vers le haut, ceux qui mangent en 2 minutes ce que leur a donné à faire pendant 20 minutes. Donc là, c'est important. Donc, déjà, du fait qu'on fasse beaucoup d'écriture, l'écriture, c'est une différenciation naturelle. Dès qu'on fait écrire les enfants, ben, ils vont écrire chacun à leur rythme. Donc déjà, ça, c'est une bonne chose. Ensuite, dans le guide pédagogique, chaque fois que c'est possible, tout vous est expliqué, comment différencier. Et puis, il y a aussi un fichier de différenciation où là, c'est des supports photocopiables qui peuvent être mis en place pour différencier. Et puis, au niveau de l'accompagnement, donc l'accompagnement, ben, vous pouvez nous contacter par mail. On a un groupe Facebook, il y a à peu près 1500 personnes dessus, donc là, qui utilisent la méthode ou pas, ça dépend. Donc là, ils se posent des questions entre eux, ils créent des supports autres que les nôtres, complémentaires, des fiches de lecture, des choses super. Donc, puis ils se les partagent entre eux. Donc, si vous prenez la méthode, vous pouvez aussi être sur ce groupe-là. On a fait des tutos sur le site. Et puis, en début d'année, début septembre, on va faire un webinaire de mise en place pour, voilà, si vous avez pris la méthode et que vous avez encore des petites questions, ben, on fait un webinaire questions-réponses, vous venez et puis on vous répond.